Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr dans votre rendez-vous du livre, de la lecture et de l'écriture. Bienvenue dans Belle Ligne. Plus de morts dues à la pandémie de Covid-19, l'auteur parle quant à elle d'une pluie de vie. Mais entre la mort et la vie, les frontières ne sont pas tenues pour ces personnages qui évoluent dans une prison à ciel ouvert. Merry-Beye Diouf est l'invitée de votre émission Belle Ligne. Merry-Beye, bonsoir. Bonsoir Elune. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Une question provocatrice pour commencer cet entretien. Oui. Est-il si difficile d'être une femme au Sénégal? Par les temps qui courent, non. Je pense que ce n'est pas autant difficile que ça ne l'était avant. Je pense plutôt il y a une différence? Oui, pour moi, il y a une différence parce que maintenant, depuis l'avènement du Girl Power, je pense que c'est un phénomène qui a fait le tour du monde et c'est bien sûr arrivé au Sénégal. Et je peux dire d'une certaine manière qu'il n'est pas si difficile que ça d'être une femme, mais d'une autre manière aussi, ça l'est un tout petit peu. Et pourtant, on ne sent pas cette différence quand on lit votre livre. Les histoires sont différentes, mais il y a un fil conducteur. C'est-à-dire que les personnages, vos personnages en général qui sont des femmes, ne sont pas aussi libres que vous le dites. Elles évoluent, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une prison à ciel ouvert. Elles font face à des maux sociaux qui les obligent à effectuer deux options. Option sadique d'ailleurs, le suicide ou bien la mort. Alors, c'est ce que nous vivons actuellement, nous les femmes. Oui. On a l'impression d'être libre, mais je pense, et ça c'est ma conviction personnelle, qu'on n'est pas libre. On est dans une prison, comme vous l'avez dit, à ciel ouvert. On aspire à être quelqu'un ou à devenir quelque chose, mais il y a toujours cette entrave, les barreaux de cette prison qui sont là pour nous en empêcher. Et parfois, on oublie ces barreaux en se sentant vraiment libre parce qu'il y a le fait qu'il y ait le ciel ouvert, mais au fond, nous restons encore prisonnières. Et vous n'êtes pas libre, c'est de l'auto-victimisation ou c'est à cause des contraintes sociales? Ah non, ce n'est pas de l'auto-victimisation parce que même si on n'est pas libre, on fait tout pour l'être. Ouais, c'est ça. Tout le monde est en situation. La liberté s'acquiert, ça ne se décrète pas. C'est pour cela que tantôt dans la réponse que je vous ai apportée, j'ai dit que oui, d'une part, il fait bon d'être une femme parce qu'on a mené des batailles, oui. Des batailles où on a eu des victoires. Il y en a d'autres, on n'a pas eu de victoire, certes, mais on apprécie chaque victoire qu'on a parce que c'est un pas de plus oui. Que nous effectuons. Donc, en ce sens, on ne peut pas se dire qu'on est des victimes. Ce n'est pas de l'auto-victimisation, mais malgré le fait qu'on soit dans cette prison à ciel ouvert, on fait tout ce qu'on peut et bien sûr tout ce qu'on ne peut pas pour en sortir. Mais malgré cela, il y a ces barreaux qui sont là, qui résistent. Ces barreaux résistent parce qu'il y a l'effet temps. C'est là depuis le temps de nos ancêtres, depuis le temps de nos arrière-grand-mères. Mais j'ai bon espoir qu'avec nos enfants et petits-enfants, tout ça va disparaître parce que nous sommes les pionnières. Nous sommes en train de faire en sorte que ces barreaux disparaissent. Et il y a Sartre qui disait d'ailleurs que la pire des prisons est celle qu'on ne voit pas des barreaux. Commençons par La dépravée. C'est une histoire. Le titre est un livre d'énonciation anticipée, La dépravée. Est-ce une manière de dire que le voyage qu'on chante tant est une façon de tomber dans le mirage de tuer son identité? Effectivement, vous savez, avant de répondre à cette question, oui. Je tiens à vous dire une chose. Ces histoires écrites ne sont peut-être pas forcément mes histoires, mais ce sont des histoires pour certaines qui sont réelles et donc vécues, pour d'autres qui s'approchent de leur réalité. Donc, ce n'est pas juste de la fiction. Je me suis inspirée de la vie de certaines personnes que j'ai côtoyées. Donc, c'est des vécus. Parfois que voilà, je modifie pour ne pas en fait que peut-être leur entourage ou leur proche, voilà, il faut forcément une dose de fiction. Pour en revenir à votre question, j'ai vu beaucoup de personnes changer
après un changement de pays. C'est-à-dire, quand je dis un changement de pays, c'est-à-dire là où il n'y a plus papa, où il n'y a plus maman, où il n'y a plus l'entourage pour te fixer ces barrières socio-culturelles. Il y en a qui ne changent pas, qui restent telles quelles, qui restent avec leur identité. Mais il y a d'autres qui changent d'identité culturelle pour aller épouser une autre identité ou qui vont carrément dans la dépravation. C'est-à-dire que Oui. ils sortent de leur carcan et malheureusement, ils le font de la mauvaise manière. Donc, ce qui fait que déjà, ils se perdent, ils sont perdus sans le savoir. Et les cibles, ce sont les jeunes. Pour parler du livre, elle s'appelle Rokia, mais, ou Rocky, mais elle s'est tuée elle-même. Elle a tué son identité, mais en voulant adopter une autre civilisation, une autre culture, elle finit par être violée. Oui. En fait, ce n'est même pas qu'elle a voulu adopter une autre civilisation, une autre culture. Rokia vient d'un monde où, voilà, elle était entre son père, sa mère, avec des valeurs vraiment très strictes. Familial. Voilà, le cocon familial, mais très strict. Elle se sentait oppressée, elle se sentait emprisonnée dans sa propre famille parce qu'il y avait des règles strictes. Donc, son nom, c'était Rokia. Oui. La première chose qu'elle a faite, c'est de se tuer elle-même. Oui. Comment? En se donnant un autre nom. Oui. Elle s'est fait appeler Kira. Kira. Donc, elle ne préférait même plus qu'on l'appelle Rokia. Elle préférait qu'on l'appelle Kira. Pourquoi? Parce que Rokia, elle voyait en Rokia la petite fille qui était entre les griffes de ses parents, qui était enfermée dans un sacro-saint carcan, et elle voulait en sortir, elle voulait se libérer. C'est comme l'oiseau qui était en cage. Et quand enfin elle a eu la chance de voyager pour ses études, elle s'est sentie libre, comme un prisonnier qu'on a libéré. Et malheureusement, le problème c'est que en se libérant, elle en a trop fait. C'est-à-dire, elle ne voulait plus ressembler à celle qu'elle était. Elle voulait être une autre personne. Et c'est en voulant être cette autre personne qu'elle s'est trompée de chemin. Et la faute à qui? À l'éducation conservatrice que vous essayez ou bien que vous voulez dénoncer, ou bien par rapport à ce déplacement, quand on sort d'une maison pour aller à une autre, quand on sort d'un territoire pour aller à un autre, il faut s'adapter, il faut s'acclimater. La faute à qui? La faute, elle est partagée. C'est ce que j'essaie de montrer. La faute, elle est partagée parce que ce que je veux montrer, c'est que je veux demander aux parents, d'accord, il faut éduquer, Oui. d'accord, il faut être strict, mais il ne faut pas, on est dans un monde où il faut apprendre à l'enfant à faire confiance et à se faire confiance. Il ne faut pas sous l'excuse de vouloir protéger son enfant, le priver de certaines choses. Parce que dès lors qu'il n'y a plus cette autorité, cette épée de Damoclès sur sa tête, c'est comme si voilà, on a libéré le fleuve. Et c'est ce qui s'est passé avec Kira. Et Kira n'a pas voulu changer de civilisation. Ce qu'elle a fait, en fait... Elle prenait de l'alcool, elle faisait la fête... oui, mais ça, ce n'est pas un changement de civilisation. C'est juste profiter du temps, c'est ça? Non, ça, c'est pas un changement de civilisation parce que même ici, les jeunes le font. En fait, ce qu'elle a fait... Oui, mais on peut rester soit tout en adoptant d'autres cultures. Bien sûr, oui. mais ce que je dis, c'est que je refuse de dire que c'est une autre culture qu'elle a adoptée. Oui. Ce qui s'est passé dans le cas de Kira, c'est qu'elle s'est libérée. Mais elle s'est trop libérée, elle s'est trop émancipée. Elle a voulu, comment dire, elle a voulu toucher à tout ce qu'on lui interdisait, sous prétexte que voilà, c'est pas bon. Et elle a voulu, vous savez, c'est comme quand on dit à quelqu'un, quand on dit à un enfant, tu ne touches pas ça, tu ne touches pas ça. Quand vous avez le dos tourné, l'enfant va aller toucher pour savoir pourquoi il ne doit pas toucher. Oui. C'est exactement comme ça que Kira a réagi. Et elle s'est découverte une féminité qu'elle a voulu mettre en exergue. Elle a voulu mettre ça à l'épreuve de tout. Et malheureusement, pour elle, elle a été violée. Et là aussi, je dis que les torts sont partagés. Quand je parle des parents, c'est-à-dire, je dis qu'il ne faut pas trop enfermer la personne. Oui. Et quand je parle de la jeune personne qui est Kira, je dis que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut se permettre d'aller à tout va et d'expérimenter toutes sortes de choses dans les excès. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer.
Je parlais tout à l'heure d'un style sans détour, c'est que vous préférez tuer vos personnages. Mais pourquoi vous ne donnez pas à vos personnages le second choix, le choix de la reconstruction? Parce que Kira va se suicider et d'ailleurs, il va écrire un testament pour dire que voici mon histoire et voici ma fin, une triste fin d'ailleurs. Kira s'est suicidée pas parce qu'elle a été violée, on le rappelle, mais parce qu'elle a vécu une autre histoire. Elle a rencontré un autre homme, elle était avec lui, et alors qu'elle était une maîtresse sans le savoir, et elle n'a pas supporté. Pourquoi je tue mes personnages? Pourquoi je ne leur donne pas de seconde... Une seconde chance. De seconde chance. C'est juste parce que j'ai envie de faire un électrochoc à mes jeunes lecteurs. Parce que tant qu'on se dit qu'on a une seconde chance, on ne va jamais sortir du problème ou bien de là où on est. C'est-à-dire, tant qu'on se dit j'ai une autre option, je peux toujours continuer sur cette voie. Mais quand on se dit qu'il n'y a pas d'autre option, la volonté de la personne va faire qu'elle va tout faire pour se sortir de là où elle est. Et c'est en fait le message que je veux lancer. C'est-à-dire, tant qu'on se met dans la tête, j'ai une option B, j'ai droit à une seconde chance, on ne va jamais faire les choses bien. Parce qu'on va se dire, si j'échoue, bah, vas-y, j'ai une autre chance. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. C'est-à-dire, si on est dans quelque chose, je préfère me dire, je n'ai pas d'autre option. Il faut que je réussisse dans ça. Et je me donne tous les moyens pour y arriver. Et le viol, un thème qui fait tilt dans ce livre-là, un thème d'ailleurs qui touche beaucoup de vos personnages. Un viol, un mal qu'il faut dénoncer, un grand mal, mais qui apparaît comme un vieux serpent de mer, parce qu'au quotidien, les informations relient des cas de viol qui sont faits à l'endroit des jeunes, des bébés d'ailleurs. Oui. C'est pour ça en fait que j'ai voulu développer ce thème, aussi long, en faire deux histoires. Une en prémonition qui se passait dans un rêve, enfin un cauchemar. En l'occurrence, Abi. Oui, et l'histoire de Abi et aussi l'histoire de Kira. En fait, c'est justement pour dénoncer ces cas de viol et pour situer un petit peu les responsabilités. Parce que chacun tire de son côté. Mais ma position dans cette histoire-là, c'est que absolument rien ne justifie le viol. Et c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans l'histoire de Kira, parce que Kira allumait les hommes. Kira usait de sa beauté. Parce que ce n'est pas une excuse. Voilà, j'entends souvent les hommes. En fait, pourquoi j'ai mis cette histoire comme ça? C'est parce que j'ai utilisé les excuses des hommes. Oui, elle m'a allumé, oui, elle m'a cherché, il fallait que je lui... Voilà, c'est ça. Parce que vous voyez, par exemple, Kira a allumé Jean-François, au vu et au su de tout le monde. Donc, Jean-François en a profité pour la violer le jour même de son anniversaire. Et vous n'avez pas vu que Kira n'a pas cherché à le dénoncer. Oui, elle avait peur. Elle avait peur. Pourquoi? Parce que tout le monde voyait qu'elle l'allumait. Et qu'est-ce que le monde allait dire? Ah, mais c'est toi qui l'as allumé. Et c'est l'excuse que les gens donnent. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas parce qu'une fille t'a allumé, vous a allumé, excusez-moi le terme, ce n'est pas parce qu'une fille a montré sa féminité ou sa sensualité que forcément elle n'aurait pas le droit de dire non. Oui, et vous le dites. Voilà, on a le droit de dire non. Une femme a le droit de dire non. Oui, une femme a le droit de dire non, no matter what. Quoi qu'il puisse arriver. On peut voir des situations où la femme est au début consentante, mais après, elle peut prendre peur et elle a le droit de dire non. C'est son droit que le vis-à-vis doit respecter. C'est un devoir. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler de ça. C'est-à-dire, j'ai mis dans cette histoire toutes les excuses. Des mauvaises excuses. Voilà, les mauvaises excuses qu'on sert à la société en disant oui, c'est sa faute, oui, elle a porté des choses courtes, oui, elle est habituée à porter des choses courtes, c'est pas une surprise qu'on l'ait violée. Non. Oui. On a dit que la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre.
J'ai la liberté de porter une robe courte si je veux. J'ai la liberté d'aller quelque part si je veux. J'ai aussi le droit de dire non quand je ne veux pas. Et pourquoi y a-t-il tant d'antagonisme entre l'homme et la femme? On n'est pas dans l'état de nature de l'ops où l'homme est un loup pour l'homme. Pourquoi il n'y a pas une jonction, un pont, ce lien? Mais cette division dans votre livre, elle est fatale. Il y a toujours un pont entre l'homme et la femme. Ce pont, c'est l'amour. C'est juste qu'actuellement, on a développé trop d'individualité. C'est-à-dire, on n'est plus dans le collectif. On n'est plus dans le... On cherche à arranger les choses, à faire des concessions de part et d'autre. Non, même dans les couples, parfois. C'est-à-dire, on est plus... moi, je suis comme ça, c'est ma personnalité, je suis individuelle, tu me prends comme ça. Et l'autre, pareil. C'est pour ça qu'il y a des tiraillements. Et on est arrivé à un point où, parfois, c'est difficile pour certains de se retenir. C'est difficile pour certains parce que la société nous oppresse tellement et les gens se retiennent tellement qu'après, il y a des pétages de plomb extraordinaires. Et c'est ce qui est en train d'arriver actuellement. Il y a des pétages de plomb extraordinaires qui se passent tant au niveau du côté des hommes que du côté des femmes. Parce que autant il y a des femmes violées, autant il y a des hommes battus, même si on en parle peu. Donc, j'ai préféré parler du viol parce que c'est un fait récurrent, parce que c'est quelque chose en tant que femme qui me touche. Je ne peux pas comprendre qu'on voit un enfant de 2 ans, 3 ans, qui n'a même aucune once de sensualité ou de sexualité et abuser d'elle. Je refuse de me dire que voilà, une jeune fille n'a pas le droit de s'exprimer et de dire non, je ne veux pas. Et il y a une violence physique, il y a une violence également interne. C'est cette violence-là que la femme se fait elle-même. Mais la seule voie, le seul chemin pour s'en sortir, c'est se connaître, c'est s'affirmer, c'est affirmer son identité et avoir le courage de regarder l'autre pour lui dire que moi j'existe comme je suis. Effectivement, et c'est ça le fil conducteur de tout le livre, de Pluie de vie. C'est-à-dire que si vous ne vous acceptez pas vous-même, dans votre physique, dans votre façon d'être, dans votre manière d'être, dans votre intellect, est-ce que vous pensez que les autres vont vous accepter? Si vous vous voyez d'une certaine manière, forcément les gens vont vous voir de cette manière-là. On se fait du mal à nous-mêmes avant même que l'autre nous fasse du mal. Mais si vous vous blindez, c'est pas peur du regard de l'autre. Voilà, il ne faut pas avoir peur du regard de l'autre. Mais il y a des personnes qui ont peur du regard de l'autre parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes tous différents. Il y a des personnes qui n'ont pas cette assurance-là. Il y a des personnes qui ont une fausse assurance. Vous les voyez comme ça, vous dites « Ah, mais elle a de l'assurance, la personne ». Alors qu'au fond, c'est juste un miroir. Elle n'en a pas au fond. Une réflexion peut la blesser de l'intérieur et bouleverser voilà, toute sa vie. Et c'est ce que je dis, l'acceptation de soi et puis l'acceptation par les autres. Ces personnes obèses, je ne suis ni la première et je ne serai certainement pas la dernière à les voir souffrir, parce qu'il y en a qui souffrent. Elles souffrent parce que c'est leur physique. Elles souffrent parce qu'elles voient dans le regard de l'autre. Elles souffrent parce que parfois, elles veulent le beau mec qui est là, mais le beau mec à côté ne veut pas les regarder parce que le physique ne l'arrange pas. Elles souffrent parce que quand elles vont en magasin, elles ne trouvent pas d'habits à leur taille. Pourquoi autant de femmes veulent faire un régime? Il y a un complexe d'infériorité. Ce n'est même pas un complexe. Il y a, comment dire, une mauvaise influence également qui vient de l'extérieur. Parce qu'on sait qu'il y a des différences de style, il y a une différence de taille qui s'adapte dans chaque contexte. Oui, parce qu'on nous a servi un modèle de femme qui est là. C'est ça. Et quelque part, inconsciemment dans la tête, on se dit non, je veux être ce modèle-là. Par contre, il y en a qui ne s'aiment pas comme elles sont et qui font tout, absolument tout pour changer, alors que c'est dans leur gène.
Et une fois qu'elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas y arriver, elles sont déçues d'elles-mêmes, elles se détestent, elles ne s'aiment pas. Et là, elles se replient sur elles-mêmes. Oui. Et c'est ce que j'essaie de leur dire, c'est que vous soyez grosse, que vous soyez petite, que vous soyez grande, prenez ça comme un avantage. Moi qui vous parle, je faisais 87 kilos. Donc, je sais très bien de quoi je parle. Est-ce une histoire individuelle que vous racontiez? Non, ce n'est pas une histoire individuelle que je raconte, mais j'ai connu une femme. Aviez-vous vécu ce regard extérieur, ces critiques extérieures-là? Moi, vous savez, je vais vous dire une chose, le regard extérieur ne m'a jamais dérangée. Vous vous êtes caparaçonné contre le regard extérieur? Je suis caparaçonnée parce que on m'a donné cette éducation, on m'a forgée comme ça, mais aussi parce que j'avais pris la décision depuis longtemps, petite, de ne jamais me laisser dicter ma voix ou ma manière d'être. C'est ce que mon père m'a appris. Je suis une femme, mais il m'a éduquée comme un homme, comme on éduque un homme. Donc, que quelqu'un me voit comme une grosse ou une mince ou une personne bavarde ou une personne je ne sais pas quoi, franchement, c'est comme de l'eau qui passe sur moi. Parce que c'est ce qu'on appelle le blindage. C'est-à-dire, dès lors qu'on se met en position de savoir ce que l'autre pense, de se dire, ah, voici, ça va influencer forcément sur vos décisions personnelles. Vous tracez votre route et vous continuez. Vous continuez sur ce chemin. Vous prenez les bons conseils et vous laissez ceux qui vous critiquent. C'est ce que je veux apprendre aux autres. J'avais une amie qui avait à peu près la même corpulence que moi autant, et un peu plus forte même d'ailleurs. Mais elle était extrêmement timide, extrêmement introvertie. Elle avait tellement peur du regard de l'autre. Elle n'osait même pas s'habiller. C'est-à-dire, c'était poussé à un extrême et on voyait qu'elle souffrait de ce regard des autres. Oui. Et je lui disais, il ne faut pas. Accepte-toi comme tu es. Moi, je suis à 87 kilos. Ça ne m'empêchait pas de porter des shorts. Ça ne m'empêchait pas d'être contente de sortir avec mes amis. Oui. Quand il a fallu perdre du poids, j'ai perdu du poids. C'est tout. Oui. Et vous parliez de l'éducation, l'éducation qui occupe une partie importante dans votre livre. Et surtout chez les enfants, pas de la rue, mais dans la rue, parce qu'ils ne sont pas nés pour être dans la rue. Effectivement. Et ce qui est important dans cette histoire, l'histoire d'Amadou, c'est que certes, ces enfants-là sont abandonnés, mais la dimension parentale, elle n'est pas tout simplement biologique. Elle est aussi sociale. L'éducation de ces enfants talibés incombe à nous tous. C'est un devoir général. Effectivement. L'histoire d'Amadou, vous en parlez, est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Bon, je ne vais pas révéler son identité parce qu'actuellement, il est devenu un très grand basketteur. Il est à l'international. Mais effectivement, moi, je l'ai connu dans le quartier. Il était talibé. Il partait regarder les matchs de basket et il était passionné par ça. Et je me rappelle autant, ça m'avait marqué. Et c'était une famille en face, une maman qui habitait en face de là où il venait regarder, qui l'a accueilli. Et dans le livre, c'est Mère Diop. Voilà, Mère Diop, qui lui a donné cette éducation-là, qui lui a ouvert les portes, qui lui a donné sa chance. Un enfant, on lui donne sa chance. Parce que l'enfant est toujours reconnaissant de ce qu'on fait pour lui. Chaque enfant a un potentiel. Oui. Chaque enfant a un potentiel qu'il faut exploiter. Ça dépend de l'éducation qu'on lui donne. Tout simplement. Et j'ai voulu en parler parce que je suis devenue maman. Et c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Je dis pas que ça ne me touchait pas avant. J'ai toujours été concernée par la cause enfant. Mais depuis que j'ai un enfant, encore plus. Parce que c'est au quotidien qu'on se rend compte des petites choses qui façonnent un homme. C'est à notre génération de femmes aujourd'hui de façonner l'homme de demain. Merry Beye, c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir partagé avec nous ces histoires aussi riches qu'instructives. Le livre s'appelle Plus de vie. Effectivement. Votre deuxième ouvrage. Merci à Lune, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Oui, mon livre s'appelle Pluie de vie.
comme on le dit, et qui parle de turpitude, qui parle d'éducation, d'histoire de langue, mais aussi d'amour. Il ne faut pas juste croire que ce sont des morts. Oui. J'ai préféré commencer voilà, par cette partie-là pour faire un petit peu d'électrochoc, mais j'ai terminé par le côté doux de la chose, comme quand on mange un chocolat. La fin, le petit dernier bout, c'est toujours le meilleur. Et voilà, on parle d'amour, il n'y a pas que les histoires de racisme aussi, on parle de l'histoire du 23 juin, avec le fils du député qui s'est battu aussi avec sa fiancée. Sauvé par l'amour. Sauvé par l'amour. On parle aussi de l'histoire, de l'amour filial d'une fille qui a retrouvé son père à cause d'une histoire de caste. Ça aussi, c'est des happy endings. Oui. Et voilà, pour terminer, pour dire que je crois en l'amour et je pense que la fin de tout ceci, ce sera toujours avec amour. Un livre à lire, surtout en cette période de confinement. Merci. Merci également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi Belle Ligne. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro. Mais jusque-là, et toujours continuer d'ouvrir les pages.